Bien, salut à toi. Aujourd'hui, je voudrais te présenter 4 idées brillantes du marxisme. En effet, peut-être que tu te dis que le marxisme n'est qu'une vieille théorie toute vermoulue, qui ne reflète plus du tout la réalité du XXIe siècle. Ou pire, tu y vois une doctrine figée et bornée qui ressasserait toujours les mêmes clichés sur les travailleurs et sur les méchants capitalistes. Eh bien, je voudrais quand même te donner 4 idées brillantes du marxisme. La première, c'est celle du capitalisme. Bon, le marxisme n'a pas inventé le capitalisme, de même il n'en a pas inventé l'analyse. Mais son analyse est très originale. En effet, notre société, comme celle des États-Unis, du Japon ou de l'Angleterre, eh bien, est caractérisée par un mode de production économique particulier qui s'appelle le capitalisme. Le capitalisme repose sur des investisseurs privés qui investissent du capital pour en tirer un profit, c'est-à-dire une plus grande quantité d'argent au final. Eh bien, Marx va procéder à une minutieuse, une patiente analyse du capitalisme, et c'est une analyse qu'il va exposer dans son ouvrage principal, qui s'appelle Le Capital. Il se demande en quoi consiste ce profit, cette valorisation qui est obtenue d'un capital. Cette valorisation du capital qui est obtenue par l'entrepreneur, le patron, l'investisseur, le directeur, bref, le capitaliste. Et il découvre que l'origine du profit réside dans le travail. Non pas le travail de n'importe qui, pas le travail du capitaliste lui-même, de l'investisseur, du directeur ou de l'entrepreneur. Si la source de la valeur c'est le travail, c'est dans la mesure où c'est le travail de l'ouvrier. L'origine donc de l'enrichissement du capitaliste, c'est l'utilisation, l'emploi de la force de travail d'un autre. C'est pour ça que Marx va considérer que le capitalisme, dans sa nature, par définition, eh bien, repose sur l'exploitation de quelqu'un d'autre que le capitaliste lui-même, que le détenteur de capitaux et des moyens de produire. Et cette force de quelqu'un d'autre, c'est celle d'un salarié, d'un ouvrier, d'un employé, d'un stagiaire, d'un apprenti. Pourquoi est-ce qu'il parle d'exploitation ? Parce que le profit qui est dégagé par le capitaliste s'avère une part du travail salarié qui n'a pas été payé, qui n'est pas rémunéré au salarié, à l'employé, au travailleur. Le capitalisme suppose donc du travail non payé, et donc au sens littéral, du vol. Deuxième idée, c'est celle de lutte des classes. Dans le capitalisme, eh bien, les intérêts de l'employeur, du capitaliste, vont entrer en contradiction avec ceux du travailleur, du salarié, de l'employé. En effet, le capitaliste a intérêt à maintenir très bas les salaires pour augmenter sa propre marge de profit. De même, il a intérêt à allonger la durée du travail, le temps de travail, ou en intensifier la cadence afin de maintenir son taux de profit. Le salarié, lui, eh bien, a intérêt à l'inverse. Il trouve un intérêt davantage à diminuer le temps de travail pour dégager plus de temps de loisirs, de repos, de temps pour se ressourcer, pour être auprès de sa famille, des siens, pour pouvoir voyager, pour pouvoir profiter de la vie. De même qu'il a intérêt à avoir son salaire augmenté pour lui permettre économiquement de mener toutes ses activités parallèles. Ces deux camps qui s'opposent sur des intérêts antagoniques eh bien, forment, d'après Marx, des classes sociales. Et ces deux camps s'affrontent constamment. C'est la lutte des classes. La lutte des classes est le résultat de la division historique qui s'est opérée entre celles et ceux qui détiennent les moyens de production, les usines, les entrepôts, les bureaux, les équipements, les brevets, et de l'autre, ceux qui ne possèdent rien de tout ça et qui ne possèdent que leur propre force de travail, physique et intellectuelle, à mettre en œuvre pour espérer subvenir à leurs besoins. Cette lutte est donc inévitable. Mais Marx va plus loin, en voyant dans la lutte des classes bien le moteur même de l'histoire. Et ce aussi bien dans l'Antiquité, entre les maîtres et les esclaves, qu'au Moyen-Âge, entre les seigneurs et les serfs, les paysans résidant et travaillant sur leurs terres, et aujourd'hui entre les bourgeois et les prolétaires, ou entre les capitalistes et les travailleurs. Cette grille de lecture est très efficace pour saisir le sens des événements passés, ou même de l'actualité politique. En effet, notre actuel gouvernement ne cesse d'adopter des mesures qui vont dans le sens des intérêts économiques des capitalistes, des détenteurs de capitaux et des moyens de produire, au détriment du salariat, donc au profit du capital contre les intérêts des travailleurs. Troisièmement, l'impérialisme. Le marxisme ne se réduit pas à Marx. Ceux qui lui succéderont tâcheront de prolonger cette lecture à la fois de l'histoire et de l'économique. C'est le cas d'un révolutionnaire russe, Lénine, qui publie en 1917 « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Il y considère que le capitalisme est entré dans une nouvelle ère, qu'il baptise impérialisme. Quelles en sont les grandes caractéristiques ? Eh bien d'abord, une concentration toujours plus grande du capital entre des mains toujours moins nombreuses, qui vont former des trusts, des conglomérats, des multinationales. Et cette concentration de capital entre quelques mains se fait par la faillite des capitaux plus petits, donc par l'éviction
de la concurrence. Ensuite, l'impérialisme signifie la fin du partage colonial du monde entre quelques grandes puissances, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, et un âge de multiplication des conflits armés pour se disputer les territoires et les ressources des colonies déjà détenues par les autres. D'ailleurs, les deux guerres mondiales peuvent être comprises comme une tentative pour l'Allemagne de se tailler une part dans cet empire colonial qui s'était déjà partagé, déjà constitué avant ce pays. Bref, avec l'impérialisme, on comprend pourquoi le capitalisme conduit à la guerre incessante et à l'aggravation des inégalités entre quelques grandes fortunes et la grande masse, elle qui se trouve toujours plus pauvre. Quatrième et dernière idée, la ligne de transition. La dernière idée brillante du marxisme renvoie à la façon dont on va convaincre le plus grand nombre qu'il est dans son intérêt de se révolter contre le capitalisme lui-même et la situation de guerre et de misère qu'il provoque nécessairement. Tout le souci du marxisme, c'est de passer de la théorie, de cette analyse théorique du capitalisme, de la lutte des classes et de l'impérialisme, à la pratique, à la mise en œuvre pratique des remèdes et des solutions qui sont promus par le marxisme. Une fois connue la source du problème et les remèdes possibles, comment convaincre le plus grand nombre de les mettre en œuvre? Car des intellectuels seuls ou quelques leaders politiques charismatiques ne suffisent pas du point de vue du marxisme pour arriver à un changement substantiel. Ils ne peuvent pas changer les choses tout seuls, encore faut-il arriver à embarquer les masses. Or, exposer une théorie ne suffit pas. C'est ce qui motive un travail permanent de militantisme, d'agitation sur le terrain, dans les lieux de travail, dans les discussions publiques, pour être au plus près des intérêts et des préoccupations immédiates des travailleuses et des travailleurs. C'est pourquoi le marxisme, dans sa pratique, part de l'état d'esprit des masses, du degré de conscience où elles se situent et des préoccupations qui sont les leurs à tel instant. Il peut s'agir de sujets politiques, de motifs d'indignation quant à des scandales divers et variés. Il peut s'agir aussi d'une indignation morale devant le comportement des puissants ou devant le harcèlement dont on fait l'objet sur le lieu de travail. Il peut s'agir encore de revendications économiques, de ras-le-bol économique quant au fait qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, à boucler ses fins de mois et à vivre décemment. C'est ce qui correspond à la ligne de transition. La ligne de transition consiste à passer par des mots d'ordre qui seront transitoires. Transitoires pourquoi? D'une part, ils se présentent comme des solutions ponctuelles aux problèmes ponctuels du moment de la classe ouvrière. D'autre part, ils n'ont qu'une valeur transitoire parce qu'ils visent à amener progressivement cette classe ouvrière à prendre conscience que la solution du problème ne peut pas être simplement dans la satisfaction ponctuelle de telle ou telle revendication, législative, économique, mais qu'à un moment elle réside dans la question même du pouvoir politique. Et la question de la révolution, comme mise en cause de la légitimité de l'autorité politique déjà constituée, et comme recherche d'une prise du pouvoir qui serait jugée plus légitime car plus conforme aux aspirations du peuple dans son ensemble. Prenons l'exemple de la réforme des retraites, promulguée par Macron. Le mot d'ordre, qui a prévalu parmi les syndicats, nombre d'organisations politiques, a été le retrait de la réforme. C'est une revendication politique quant à une législation et qui est adossée à une aspiration économique qui est de ne pas toucher aux conditions d'accès à la pension de retraite. Mais derrière, la tactique marxiste est d'utiliser cette revendication comme une simple étape pour poser à un moment la question de la légitimité d'un pouvoir qui peut passer en force par la procédure dite du 49.3, et ce contre la volonté de la majorité qui était opposée à cette loi, et du Parlement lui-même qui n'a cessé de contester également cette loi. Voilà comment, par la ligne de transition, on passe d'une question purement économique à celle de la constitution de la Ve République qui rend possible une telle mesure économique. Ne faut-il pas alors changer la Constitution pour espérer voir satisfaites un jour les revendications du plus grand nombre ?